Je m'appelle Mickaël Tapiro, je suis le fondateur de l'école Sports Management School. Je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence en compagnie de mon cher compère Pierre Rondeau. Bonjour Pierre. Pierre Rondeau, bonsoir. Voilà, peux-tu te présenter ces jeunes Pierre Rondeau, intervenant à la Sports Management School en économie du sport. Je suis aussi membre de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès et chroniqueur sur la chaîne RMC Sport. Et donc je suis aussi très content de pouvoir intervenir ce soir sur cet événement dédié au supporterisme, aux supporters en France. Je ne sais pas si on racontera ou pas le pourquoi du comment et ce choix de sujet, mais en tout cas c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Elle me tenait à cœur parce qu'en tant que fan de foot, forcément, j'ai à cœur de protéger les supporters et de leur situation en France et en Europe. Donc il fallait, et ça paraît être une obligation à l'heure actuelle, il fallait organiser un tel sujet et aborder des points très importants comme les interdictions de stade, les interdictions de déplacement, la question de l'homophobie et du racisme dans les stades et dans les tribunes. Donc voilà, c'est un sujet très important et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler avec vous et avec nos intervenants, nos experts, nos spécialistes que je te laisse présenter. Mais avec grand plaisir. Alors on va commencer par Richard Bouygues au bout de la table. Bonjour Richard. Bonjour. Ça va ? Ah ouais, un petit peu. Richard est co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès, une fondation sus-citée. Voilà. Très bonne fondation que je recommande. Très bon observatoire dans la fondation. Voilà. À côté de lui, Johan Lemaire. Johan Lemaire, c'est le président de Foot Ensemble. Bonjour Johan, ça va ? Oui, bonjour. Qu'est-ce que Foot Ensemble ? Alors c'est une association qui ouvre le débat, qui essaie de parler au maximum de l'homosexualité et l'homophobie qui est dans le sport et en particulier dans le foot. Moi-même, je suis joueur de foot amateur des Ardennes qui a osé faire son coming out en 2004 et il m'a valu des gros problèmes, jusqu'à me faire virer de mon club. Donc voilà, j'ai créé cette association-là et on a fait un film récemment qui s'appelait Footballeurs et homo au cœur du tabou, qui a été diffusé sur France 2, où voilà, on a parlé des supporters et des chants avec des mots homophobes dedans. Donc on y revient. Oui, il paraît que quelques chants sont homophobes parfois dans les stades, pas seulement dans les stades d'ailleurs. Merci en tout cas, le sujet est lancé. Last but not the least, James Roffet. Bonjour James. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'Association nationale des supporters. Ancien parce que vous êtes trop parlé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont déjà engueulés. Alors je sais pas si... Oui. Mais, bon, merci déjà de m'inviter. Non, c'est juste que là j'ai passé la main pour des raisons personnelles, mais que je continue à suivre le sujet et qu'évidemment je continue à discuter avec tout le monde. D'autant que je suis à la base parisien et je me concentre un peu sur les questions parisiennes avec le temps qui me reste. Alors c'est évident que dans la mesure où on va parler des supporters, par définition on va parler des clubs supportés. Donc j'annonce tout de suite la couleur que je suis supporter parisien. Alors, je sais que ça va choquer, je sais que ça va gêner. Oui, mais c'est une généralité. Quand Pierre intervient, il le dit toujours, encore une fois. Un supporter de l'OM, vous êtes les bienvenus. Au contraire, parce qu'on aimerait que ce soit très interactif, pas un peu, très interactif. Et pareil, et pour ce débat-là, vous avez vu, c'est un sujet quand même qui est assez sensible. On n'aimerait pas que ce soit que politiquement correct. Ça ne veut pas dire qu'on va dire tout et n'importe quoi. Ça veut juste dire que c'est le meilleur moyen de nommer les choses, c'est de les nommer. D'accord ? On va parler de racisme, on va parler d'homophobie, on va parler de problèmes dans les stades, on va parler d'imbécilité, parce que souvent, est-ce qu'un supporter qui dit n'importe quoi est homophobe ou raciste ? Il est peut-être tout simplement imbécile. Voilà. Libre à nous, on est tous les supporters de notre quartier, on est tous les supporters de notre club, on a tous nos limites, on ne sait pas où on situe le racisme, on ne sait pas où on situe l'homophobie. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en coulisses, avec quelques-uns de mes camarades assis avec moi. Parfois, on dit des choses dans la télévision ou dans un stade où on n'a pas le sentiment, parce qu'on est de bonne foi, que ce propos-là va être homophobe ou raciste, et pourtant. Et c'est pareil, je dis citer simplement, moi je viens du rugby, comme certains le savent, j'ai fait 25 ans de rugby, sincèrement, avec toutes les chansons paillardes qu'on a chantées en 25 ans, si à chaque fois qu'on disait une bévue un peu homo quelque chose, ou un peu idiote par rapport aux partenaires d'en face, je pense que je serais en tôle. Donc, vous voyez, tout est une question aussi de bien situer le contexte et de bien voir ce qui se passe. Est-ce que quand on va insulter un adversaire, c'est pour le déstabiliser ? Peut-être. Dans le contexte sportif, ça peut s'entendre. Est-ce que lorsque l'adversaire va être noir, on va le traiter de singe, c'est le déstabiliser ? Non, ça s'appelle du racisme. Voilà. Et le plus difficile va être peut-être de situer, non pas la limite, mais de bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça, avec évidemment, et j'aimerais bien lancer le débat là-dessus, des pouvoirs publics qui
pour la plus grande majorité, en tout cas en France, lorsqu'il y a un problème de supporters, alors faut-il les appeler supporters, ultra, je sais que c'est différent des hooligans, mais enfin je le cite quand même, est-ce que dès qu'il va y avoir un problème de supporters, la réponse c'est l'interdiction absolue? James? Alors, à l'heure actuelle ou dans un monde qui devrait fonctionner normalement? Alors on va l'inventer, le monde qui fonctionne normalement, mais déjà à l'heure actuelle, hein, je crois qu'on est tous plus ou moins pas contents. Je vais vous faire pas une réponse satisfaisante, mais dans les faits, c'est directement la répression et l'interdit. Et paradoxalement, il y a surtout de l'inaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, ils ont tendance à ne rien faire et laisser un peu les clubs, les ligues se débrouiller. Et donc il y a une grosse confusion qui est faite entre ce qui est du droit et ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Et d'ailleurs on voit dans les débats souvent, là, que ce soit sur tout ce qui a été cité, il y a une grosse confusion qui est faite entre le ressenti, en termes de violence, en termes de propos, etc., sur ce qui relève du droit, donc ce qui est délictueux, et là où on peut vraiment agir, avoir une vraie répression dans un cadre de droit envers les supporters, et ce qui est juste du ressenti. Et là, c'est que du blabla, et malheureusement, sur les plateaux de télé, c'est que du blabla, quoi. On parle de choses qui, en fait, n'existent pas, n'iront jamais devant les tribunaux, et n'ont rien à voir avec la choucroute. Enfin, il y a une grosse différence entre aller se battre à 20, vraiment se taper dessus parce qu'on a envie de se taper dessus, et parce que tout d'un coup, on a été échaudé dans une queue parce qu'il y a trop de monde et qu'on veut rentrer, que le match a commencé, qu'il y a une petite bousculade et tout. Voilà, ça c'est pas de la violence, c'est pas de ça dont on va parler devant les tribunaux. Et j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'imagine qu'on va aussi un peu parler des fumigènes. Même au niveau des fumigènes, il y a une grosse confusion entre voilà l'impact qu'il y a et ce qu'on commence à voir aussi dans les tribunaux où évidemment les juges des fois voient différemment les choses qui sont présentées par les pouvoirs publics. Il y avait un élément justement pour rebondir avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, on avait écrit un papier avec Richard Bouygues dans Alter Echo. Alors peut-être que je me trompe totalement parce que n'étant pas un spécialiste vraiment de la question des supporters, mais étant tout simplement un fan de foot, moi j'avais émis l'hypothèse, et là encore une fois sous votre contrôle, que nous étions dans une situation en France à l'heure actuelle comparable à celle de Minority Report, le film de Steven Spielberg, où, aujourd'hui en France, un supporter, parce qu'il supporte son équipe, son fanion, son club, peut être sanctionné avant même d'avoir potentiellement commis un délit. Alors je précise, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément cinéphiles, Minority Report de Spielberg, c'est tiré de Philippe Cadic, qui était une nouvelle, qui en fait conférait à la police locale dans un monde ultérieur la possibilité d'anticiper sur les éventuels crimes que les citoyens pourraient faire. Et donc ils intervenaient un peu avant, grâce à des précogs, hein, des gens qui arrivaient à décoder. Alors maintenant, est-ce que Pierre est le précog du supporterisme? Non, mais l'idée, c'est de considérer, pour faire le parallèle avec Minority Report, dans le film ou la nouvelle de Philippe Cadic, les gens étaient arrêtés sans avoir commis de délit. Ils étaient arrêtés parce qu'on anticipait leur probable délit. Et on disait c'est de la science-fiction. C'est la science-fiction, c'est un film d'anticipation, c'est un roman d'anticipation. On imagine comment sera l'avenir où on aura des capacités de voyance, entre guillemets, de prédiction, et d'anticiper un meurtre ou un délit. Aujourd'hui en France, c'est plus la science-fiction. Aujourd'hui en France, les supporters, et là, peut-être que Richard pourra intervenir parce qu'il est plus spécialiste que moi, aujourd'hui en France, les supporters sont condamnés, sont sanctionnés, sont interdits de déplacement, interdits de stade, parce que on va juste estimer ou anticiper qu'ils pourraient potentiellement commettre un délit ou en tout cas agir de façon violente et véhémente. Voilà, c'est pour ça que je fais le parallèle, parce que Minority Report, c'est de la science-fiction. Là, aujourd'hui, c'est une réalité. Ouais, une réalité d'ailleurs, alors j'ai lu récemment dans un article une phrase qui m'a un peu choqué, mais je pense que mes camarades vont pouvoir y répondre. Certains supporters se considèrent, je cite, comme une sous-catégorie de citoyens. C'est quand même un peu fort, non ? Tu veux y aller, James? Non, mais allez-y. Non, je te laisse y aller. Ou alors le temps que tu parlais tout à l'heure des supporters qui supportent, mais souvent, quand on écoute les chants et parfois l'agressivité qu'ils peuvent amener dans les stades aussi, c'est aussi pour, on va dire, humilier l'adversaire. Dans d'autres sports, il est vrai aussi que c'est parfois compliqué, mais dans d'autres sports, on peut remarquer aussi que des fois, on essaie plutôt de supporter son équipe, à gagner contre l'adversaire, que forcément ce lien social qui nous unit, l'effet de groupe, pour insulter, mépriser, humilier l'adversaire. Donc ça, c'est aussi une réalité.
on ne peut pas dire que tout va bien, ils ne sont pas désagréables, ils sont sympas, ils sont drôles. Non, ce n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que James avait raison, il y a un gros problème avec les pouvoirs publics qui sont un petit peu à côté de la plaque aussi, c'est vrai, que les déplacements des supporters, il faut aussi regarder, et ça James pourra donner plus de précision, mais il y a aussi une réalité, il y a eu de la violence. Vous savez, vous parlez d'économie, mais il est important aussi que des pères de famille avec des gosses aillent au stade pour s'amuser avant d'entendre des insultes, des Stéphanois, c'est des PD, des fils de pute, des enculés. Bon, ou alors consanguin aussi. Hein, voilà, ou alors prendre d'autres choses sur la tête ou voir des bagarres à l'extérieur du stade. Moi, je suis quelqu'un de modéré. J'apprécie beaucoup les supporters parce que ça m'a apaisé. Je sais que l'homophobie, c'est un problème dans le milieu du football, bien plus que chez les supporters. Durant le tournage, on a eu plus de témoignages au niveau des supporters qui avouent effectivement c'est chiant, agressif, parfois avec des mots homophobes, c'est vrai, mais qui ne le pensent pas vraiment. Ce que tu disais tout à l'heure, oui, on fait un cri de singe envers un noir, on s'en prend pour ce qu'il est, c'est du racisme. On insulte l'arbitre, par exemple Turpin de Tarlouse et de PD, tout en sachant qu'il est hétéro. C'est pas de l'homophobie, mais quelque part ça l'est. Voilà, on n'est pas tout seul dans un stade, il y a du monde autour de nous, et effectivement, il serait peut-être préférable aussi, au lieu d'insulter tout le monde, pour le documentaire, on a filmé un père de famille avec un gamin de 10 ans qui a passé toute la soirée à insulter Turpin de PD et d'enculé, et à la fin, il dit, moi, si mon gamin fait ça le lundi, il rentre de l'école et me dit que le prof est qu'un PD, il en prendra une. Pourquoi toi tu le fais au stade? Oui, mais c'est pas pareil. Donc c'est ça la discussion qui est intéressante. Donc voilà, mais on y reviendra. Ouais. Richard. Moi, je voudrais juste mettre deux trucs en perspective. La première, c'est que on est à un moment un peu crucial, à un tournant, en fait, dans la relation entre les pouvoirs publics et les supporters. Soit on retombe dans ce qu'on a connu pendant des années, c'est-à-dire la réponse des pouvoirs publics par le tout répressif. Soit on continue quelque chose qui avait été esquissé il y a très longtemps, en 2006, avec un rapport au Sénat qui avait permis d'équilibrer la réponse entre la répression et la prévention, soit on recrée encore des zones de dialogue entre les pouvoirs publics et les supporters, soit demain, on va dans le mur. Et concrètement, soit la loi de 2016, qui a eu plein de défauts, mais elle a eu deux intérêts. Elle a quand même créé l'instance nationale du supporterisme. Alors, c'est pas parce qu'on crée une instance que c'est bien, mais quand on a la volonté de faire vivre l'instance, on fait une expérimentation avec les tribunes debout. On commence à avoir un travail réel avec les référents supporters. Et puis, quand on n'a pas envie de travailler avec l'instance, qu'on modifie par exemple ses ordres du jour au dernier moment, à un moment donné, on crispe des gens, à un moment donné, on crispe les supporters, et on est dans quelque chose qui n'est plus du dialogue, mais qui est un sens unique entre les pouvoirs publics et les représentants des associations de supporters. Donc, comment demain, on va dans ce même rôle et qu'on ne retombe pas dans le tout répressif qui aujourd'hui échoue. Parce que les interdictions de déplacement ne sont pas une solution, elles sont une entrave réelle, sérieuse, elles sont un empêchement d'aller et venir pour les supporters au quotidien, elles sont un empêchement pour les forces de l'ordre qui au départ pensaient que ça allait leur faciliter la gestion des matchs, mais en réalité on sait que c'est plus vrai, que c'est même aujourd'hui quelque chose qui est presque plus dommageable pour les forces de l'ordre que d'organiser des déplacements. Parce que c'est une honte. Pourquoi en France on n'y arrive pas alors qu'en Allemagne et en Angleterre, tous les week-ends, on arrive à avoir des déplacements de supporters par milliers, qu'on n'a même pas des restrictions. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est à un moment donné où soit on bascule, on repart en arrière, soit on avance. Et moi je pense que c'est aujourd'hui un moment qui est vraiment important. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire, Richard, parce qu'en citant l'Angleterre et l'Allemagne, c'est vrai que ce sont deux pays qui ont des expériences de stade. Alors, il y en a une qui est plutôt sérieuse, l'autre sur la boutade évidemment. En Angleterre, on sait très bien qu'ils ont eu dans les années 80 cette partie extrêmement difficile à gérer sur le hooliganisme. Ils ont agi. Ce sont les anglo-saxons en général, ils ont un problème, ils traitent. Et l'air de rien, ça a un peu bougé. Alors, pareil, je lisais aussi récemment qu'en Allemagne, il n'y avait absolument pas ou quasiment pas de problème de racisme ou d'homophobie dans les stades, etc. Et c'est vrai que quelque part, sans faire un lien très très étroit avec ce qui s'est passé dans l'histoire il y a 65 ans, c'est vrai que les stades en Allemagne entre 36 et 42 étaient plutôt orientés sur d'autres voies politiques et raciales. En tout cas, l'Allemagne a retenu la leçon. C'est vrai que le stade en Allemagne n'est pas une tribune d'expression politique, alors que ça l'est en France, et ça l'est évidemment en Italie. Tiens,
Voilà un pays sur lequel on pourrait éventuellement débattre, parce que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'air de rien, aujourd'hui, on sait que le stade de football, précisément, est un territoire où on va s'exprimer. Alors, est-ce que, vis-à-vis de ce que vous avez en expérience du supporterisme en France, mais de la comparaison avec l'Italie, on peut avoir un parallèle où on peut éventuellement avoir un risque de basculer un petit peu dans ce qui se passe là-bas en Italie? Alors, ce qu'a dit Richard est très important, on est dans une période charnière. À un moment, les comparaisons, c'est pas raison, et en plus, je pourrais parler des heures sur juste ce que vous avez dit, il y a plein de trucs qui sont pas vrais, quoi. Enfin, c'est pas la réalité. Bah on peut y aller, hein, mais, non, mais j'aimerais, parce que quand même... J'ai pas l'impression d'avoir dit des choses extravagantes. Je vais y revenir, si vous voulez. C'était une boutade, encore une fois, je l'ai précisé deux fois. Je reviens sur est-ce que aujourd'hui on se considère comme une sous-catégorie. Il y a plusieurs types de supporterisme, ça a été dit. En gros, ce qui est ciblé, c'est les ultras. Les hooligans, tout le monde s'en fout. Les papis, les machins, tout le monde s'en fout. Les pères de famille, tout le monde s'en fout. Donc la répression, elle est ciblée sur les ultras avec un a priori qui est de toute façon les ultras sont source de violence et tout. James, comment est-ce qu'on pourrait définir un ultra? C'est important. Non, mais il n'y a pas de définition, c'est quelqu'un passionné qui va... C'est lui qui fait le déplacement, c'est lui qui c'est ça? Mais il y en a qui se dit je suis pas un ultra, et en fait ils ont un comportement d'ultra, ça on peut en parler des heures, il n'y a pas de vraie définition, et en plus selon les villes, selon les pays, selon les endroits, et des fois au sein même d'un même club, selon deux groupes de supporters, il y a deux conceptions totalement différentes. Okay. Donc c'est comme ce qu'il y avait avant, Boulogne et Auteuil, c'est ça? Non, mais même pas, même au sein de Boulogne vous avez plusieurs tendances, au sein d'Auteuil vous avez plusieurs tendances, c'est totalement différent, au sein des mêmes groupes vous avez plusieurs tendances. Pourquoi? Parce que comme dans n'importe quel collectif de personnes, que vous soyez passionné ou pas passionné, vous avez des personnes qui sont totalement différentes. Dans un parti politique, vous avez plein de gens différents qui conçoivent différemment les choses, et pourtant on se dit je suis de tel truc. Et ben je suis un ultra, mais moi je vais pas faire de déplacement comme ça, non machin. Moi je vais pas faire de trucs, mais oui, mais moi je le fais, mais moi ça c'est un débat sans fin. Je vais juste essayer de revenir sur la question de la répression, si vous voulez bien, parce que c'est quand même un point qui me paraît important sur les ultras. Oui, ce sont des sous-citoyens. Dans ce sens où, de toute façon, sur les interdictions et tout, il y a quelque chose qui est clair, on n'est plus dans le cadre de droit. On n'est plus dans un cadre de droit, on ne passe pas devant des juges. C'est ce qu'on appelle des lois d'exception, c'est du pouvoir administratif. Donc c'est exceptionnel. C'est au-delà de Minority Report, puisque, en fait, qui respecte ou pas, le préfet fait ce qu'il veut. Donc de toute façon, on est dans la répression. Alors après, il y a aussi les choses au quotidien, c'est-à-dire que là, ce qu'on entend parler sur le fait que les enquêtes IGPN, ça ne sert à rien, etc. Bah, les ultras, ça fait longtemps que ça est leur quotidien, des fois de se prendre des coups de matraque et tout pour pas un rond, de se prendre des gardes à vue sans aucun motif. Enfin, tout ça, ça existe. Alors après, effectivement, pour revenir sur Minority Report, on commence à avoir des choses qui sont folles, genre des rétentions de passeports, des assignations à résidence, des obligations de pointage où carrément on vous interdit hors match de foot d'aller en vacances en famille, etc. Enfin, il y a des trucs qui sont complètement hallucinants. Après, il y a des choses que vous verrez jamais. C'est-à-dire que quand ils vous ciblent, c'est ça, je vous en parle bien parce que j'ai bien connu ça à Paris, c'est ils vont convoquer votre belle-mère, ils vont convoquer votre femme, ils vont vous faire chier jusqu'au bout, ils vont sonner à 6h du matin pour vous donner une convocation. C'est-à-dire, il n'y a pas de garde à vue, rien, juste, voilà. Donc tout ça, c'est des choses que les gens n'ont pas en tête. Et ça cible vraiment les ultras. C'est là où il y a une grosse hypocrisie avec ça. Paradoxalement, si je prends... alors évidemment, il y a plein de mots qui vont avec les ultras, mais personne ne se penche, à part des universitaires ou des gens qui connaissent le sujet, sur l'apport que ça peut avoir en termes d'apport pour la société, parce que ça prend des jeunes, etc., ça décadre, etc. Apport d'organisation, puisque effectivement les pouvoirs publics eux-mêmes déplorent ces interdictions parce que c'est le bordel. Ça, je pourrais vous en parler des heures. En gros, ça c'est un problème très français, c'est-à-dire qu'en haut, ceux qui décident, ils comprennent rien à ce qui se passe en bas. Et finalement, les premières victimes, c'est même pas les ultras, c'est les pouvoirs publics souvent. C'est les flics qui font tout et n'importe quoi à des heures pas possibles pour pas un rond, quoi. Donc ça c'est des choses concrètes. Nous, à Paris, on a une expérience. Alors là, avant, on pouvait théoriser sur le fait que toutes ces insultes, tous ces machins, ces ultras, quand même, c'est eux, ils sont violents, ils viennent, ils insultent tout le monde, ils sont agressifs et tout.
Non, le foot est ainsi fait qu'il y a 2 oppositions. À Paris, pendant 6 ans, vous n'avez pas eu d'ultra. Il n'y avait que des insultes au stade. Comme jamais on en a entendu. Vous prenez toutes les personnes, même que ce soit journalistes, pouvoir public, supporters, ils vous diront c'était un truc de fou. Il n'y avait que des insultes. En gros, vous aviez juste enlevé les chants non insultants. Après, ça n'enlève pas que c'est un sujet, qu'il faut réfléchir, etc. Je ne mets pas ça de côté. J'ai juste que, voilà, on prête aux ultras tous les mots négatifs et on ne voit pas le côté positif. Après, il y a quand même une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des volontés. On est dans une période charnière. Il y a des gens qui bossent et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont plutôt contre. Et on a quand même une inertie qui est incroyable. Et au-delà de ça, juste pour finir, j'assure, je finis là. Pour ce qui est de l'instance nationale des supporters, etc., moi j'ai participé à beaucoup de réunions. Je suis désolé, je vous donne mon point de vue là. Il y a beaucoup d'incompétences à l'heure actuelle, aujourd'hui là. Mais comment justement l'expliquer ça? Comment justement, Richard, comment on peut considérer aujourd'hui en France que les supporters sont des sous-citoyens? Mais tu as 3 choses. James l'a évoqué, mais quand les lois ont été faites pour réprimer à l'origine, en 2006, les mouvements hooligans, on a mis tout le monde dans le même panier très vite. De 2006, 2011, les lois LOPSI 2, les lois... il y a une incompétence qui est celle d'abord de distinguer ce qu'est un supporter dans toutes ses variétés. Et on a cru qu'à un moment donné, on allait mettre les hooligans, les ultras, tout le monde dans le même panier. Et on a fait n'importe quoi. Et des gens comme à la fois Nicolas Ourcade ou d'autres ont rappelé qu'on avait une culture ultra et que ces ultras n'étaient pas des hooligans. Et que être ultra et avoir envie d'encourager à 200% son équipe, d'être fidèle à un club, d'inscrire un peu les nouveaux dans une histoire, d'être dans de l'organisation, dans de l'affiliation, que tout ça a été passé par perte et profit. Donc l'intérêt des groupes ultras pour la société et pour la vie d'un stade, parce qu'un stade sans ultra, c'est un stade où on se fait chier, disons-le. Et aujourd'hui, il y a des clubs qui commencent à comprendre un petit peu que sans ambiance, un stade, finalement, c'est désanimé et qu'on n'a peut-être pas tous envie d'avoir Arsenal, désolé, comme modèle, en tant que supporter. Bref, j'en arrive à dire quoi en disant ça? C'est, premièrement, on a tout confondu, et parce qu'on n'a pas fait l'effort, on a mis en place un arsenal de plus en plus répressif qui ne répond absolument pas aux situations qui sont vécues, et même qui, à un moment donné, moi, j'emploie pas forcément le mot de liberticide parce que je le laisse ce soir à James, même si j'écris des tribunes dans lesquelles j'emploie ce mot-là. Mais je pense que ça pose un vrai problème de liberté publique et de liberté individuelle, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sortir, et peut-être à faire l'inverse. Pourquoi aujourd'hui, finalement, le supporter est celui que l'on va suspecter? Pourquoi on ne partirait pas à l'inverse du principe que il est de bonne foi et qu'on peut organiser les choses et qu'on interdise uniquement quand on sent qu'il y a un réel danger? Aujourd'hui, on a des arrêtés préfectoraux complètement dingues, et quand, Pierre, tu parlais de minorité repose, peut-être pas pour sanctionner, mais en tout cas pour empêcher, parce qu'on n'est pas dans la sanction exactement, mais on est dans l'empêchement, et c'est quand même un truc qui est délirant. Et derrière, on a autre chose, qui est qu'on n'a jamais voulu, dans le foot, faire la place qu'il mérite aux supporters. Et il faudra un jour qu'on le dise. Et qu'on a toujours considéré que c'était des enfants, que c'était des ados, que c'était des excités et qu'ils n'avaient rien à produire. C'est faux et l'histoire le montre. C'est bien plus que ça, c'est bien plus riche que ça. Et donc, quand les autorités, à un moment donné, se disent on va faire quelque chose, on fait une instance nationale du supporterisme. C'est rien, c'est rien. Mais en même temps, il y a des gens qui sont probablement incompétents. Je laisse James avec ce mot-là, mais il y a aussi des gens compétents autour. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on a des gens qui arrivent à faire bouger les choses. Et je me dis aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Pourquoi ce sont des sous-citoyens? D'abord parce qu'on n'a pas voulu regarder à qui on s'adressait, parce qu'on a été dans une logique du tout répressif et qu'on a eu du mal à en sortir, et qu'aujourd'hui encore, on a du mal à en sortir, et qu'on n'a pas réussi à instaurer un dialogue réel et sincère avec les supporters. Et si aujourd'hui, on doit attendre un truc de la mission Buffet-Houillet, c'est peut-être qu'un jour, on mette enfin en place des réponses réelles et sérieuses aux questions qui sont posées depuis des années par les supporters, et que les pouvoirs publics se mettent à la hauteur de ce qui est proposé, à la fois du côté du ministère de l'Intérieur et du ministère des Sports. Et que les préfets, je finis sur ça, et que les préfets aient une autre culture que celle du trouble à l'ordre public, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas une réponse, et je ne comprends pas. Il faudra qu'on m'explique pourquoi ce qui est possible tous les week-ends d'ailleurs, en Allemagne et en Angleterre, ne l'est pas en France, pour des motifs. James pourrait les sortir, parce que l'ANS les a sortis. Les motifs qui sont ceux des arrêtés, c'est grotesque pour la plupart d'entre eux. C'est grotesque. Donc, en plus, on a des motivations qui ne sont pas à la hauteur. Donc, pour toutes ces raisons, on a effectivement
des supporters qui considèrent qu'aujourd'hui, on les prend pour des sous-citoyens, pour des deuxièmes catégories, voire pour des gens qui n'existent pas. Et franchement, malheureusement, il y a des raisons d'être à leur côté et de le croire. Richard, tu confirmes ce chiffre d'interdiction de 1/8 des matchs en première et en seconde division? 1/8 des matchs? Enfin, ça dépend quelle saison on prend. Tu vois, les premières saisons, on était sur moins de 10, et puis alors maintenant, c'est devenu le florilège. On a un début de saison où ça a été quasiment le record. Donc oui, mais ça... Enfin, j'allais dire, il y a le 1/8, mais il y a surtout le nombre de matchs. Tu as le nombre de matchs concernés, et que ça ne concerne pas que la Ligue 1. C'est-à-dire que tu as des interdictions qui tombent de plus en plus bas. C'est ça où ça devient un petit peu le système du délire et du tout répressif, non seulement sur la Ligue 1, mais ça tombe même à des matchs où tu te demandes comment ils ont été nous trouver les motifs de l'arrêter. Ça, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, avant que tu dises ça et que tu dises que ça touche aussi des matchs de deuxième voire troisième division, j'avais une question naïve et sûrement non, même pas, juste naïve. Les clubs, est-ce que les clubs ont un intérêt à défendre les supporters? Parce que ma question, je la développe, c'est de dire simplement, et je pense aussi, je fais le parallèle avec ce qui s'est passé au Qatar pendant les championnats du monde d'athlétisme, où on n'écoute plus les sportifs. Maintenant, aujourd'hui, on a annoncé la création et l'organisation en Chine de la Coupe du monde des clubs en 2021. On va augmenter encore plus le nombre de matchs pour uniquement des raisons monétaires et financières. Argent, argent, argent. Et je fais aussi le parler avec les clubs. On sait aujourd'hui que les clubs de football professionnels, notamment en Ligue 1, 60% de leur budget, c'est les droits TV. Aujourd'hui, la billetterie, ça représente entre 10 et 15%. C'est vraiment minime. Donc, est-ce que les clubs aussi ont un intérêt à prendre la défense des supporters, au-delà de l'ambiance, qui est bien évidemment essentielle? Mais est-ce que les clubs se battent véritablement pour les supporters et pour prendre leur protection? Oui, ils ont tout intérêt. Déjà parce que... on sort un peu, alors en France c'est particulier parce qu'il y a encore un peu les gestions paternalistes de petits clubs qui ne sont pas structurés, hein, et que les gros clubs commencent à peine à se structurer. Maintenant c'est très simple, hein. La Ligue fait des études marketing, ils font tous des études marketing, vous voyez, c'est écrit partout, c'est 70%, les gens viennent pour l'ambiance, etc., les télés, etc. Les Anglais réfléchissent à ça. Pourquoi la discussion sur les tribunes debout s'est introduite en Angleterre? Parce qu'ils veulent aussi introduire des trucs. Alors c'est pas la panacée, mais on voit que ça commence, on voit que même à Manchester, ils réfléchissent, il n'y a pas d'ambiance là-bas. Et puis après, ils sont, en termes d'exemple, on cite l'Allemagne, où il y a pas mal de problèmes et tout. Là, ils font en sorte que ça fonctionne. Et effectivement, ils interviennent quand ils interviennent. Et autant vous dire que là-bas, il y a beaucoup plus de problèmes de racisme, de violence, de hooliganisme, etc. en Allemagne qu'en France, hein. Eux, ils gèrent vraiment, mais les autorités gèrent. Et par contre, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, parce que alors, pas toute la Ligue, mais une des personnes de la Ligue fait peut-être des tournées aux États-Unis pour aller vendre son truc, mais il va pas bien discuter avec les clubs, parce que là-bas, il y a une culture de la discussion avec les fans qui se met en place et qui est beaucoup plus avancée. Et notamment des discussions sur la pyrotechnie, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et donc, vous avez deux exemples qui sont totalement à l'opposé. Alors, je ne parle pas de supporterisme parce qu'on aime les supporters, juste parce qu'on fait du business, quoi. Les Allemands, parce qu'ils ont développé des stades où, de toute façon, s'il y a un sacré business, ils ont besoin des supporters, ça c'est clair. En termes de droits télé, de marchandising, de machin, toutes leurs boutiques, toutes leurs conneries. Et aux États-Unis, bah là, j'ai pas besoin, hein, c'est le cliché des États-Unis, on connaît tous les États-Unis. Ils font un développement, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des discussions avec des dirigeants de clubs, notamment d'un club d'Orlando. Quand on voit son discours par rapport à l'ancien président de la Ligue, vous comprenez tout de suite la différence. Et là, il commence à y avoir quelque chose. Alors effectivement, c'est une période charnière, on en revient là. La Ligue, aujourd'hui, travaille vraiment sur ce côté-là, et il travaille à fond. Le problème, c'est qu'on est en France. Aujourd'hui, en France, je vous dis une connerie parce que j'ai plus les chiffres. La Ligue, c'est 70 salariés. En Allemagne, c'est 200. Vous avez 4 personnes à plein temps pour toutes les questions de supporterisme, même pas seulement du référent et d'aller voir les supporters. Je crois qu'en Allemagne, je ne sais plus, ils sont 6 minimum. Et puis après, il y en a d'autres qui s'occupent quand même des services. Et en plus, vous avez ceux de la fédération. Alors, à la fédération, ici, il n'y a rien. Donc, c'est clair. Au sein des services de police, il n'y a rien. Alors, ce qu'on appelle la DNLH, mais bon, il ne faut pas se leurrer, c'est pas ça qui change la donne. Au niveau des clubs, on sait que les références sont à peine installées, commencent à être installées. Aujourd'hui, ceux qui sont plus en avant, ça me fait mal de le dire, mais bon, c'est les Lyonnais qui ont 4 personnes. Voilà, les Lyonnais, ils sont plus en pointe, ils ont 4 personnes.
Donc c'est un truc de fou. Sachant que nous, en France, on a beaucoup plus de problèmes à régler avec ces interdictions de déplacement. Donc ça crée des organisations de déplacement, c'est un truc de fou. Les tifos, les matchs. À Paris, c'est un truc de malade. Il faut savoir qu'à Paris, des fois, au dernier moment, la préfecture de Paris, alors je ne sais pas si c'est des questions de sécurité, hop, je te bloque un accès pour la boutique. Bah oui, tous les gens, ils vont à la boutique et ils se retrouvent comme des cons. Donc vous avez le père de famille, les machins, ça crée des problèmes. Enfin voilà, on en est. Donc on est très loin. Mais par contre, ça commence à se mettre en place. Et pourquoi ça se met en place? On en revient. Parce qu'il y a un intérêt marketing et de business, visuel et tout. Et puis, il y a un truc aussi qui est... Alors ça, je ne sais pas, c'est juste, je vous donne un sentiment. C'est qu'à un moment, les gens, ils font des projections de progression. Et à un moment, un stade, il a ses limites. À un moment, les droits télé, ils ont ses limites. On ne sait pas ce qu'un championnat peut donner. Moi, j'ai beaucoup suivi le championnat italien. Aujourd'hui, il fait moins recettes en droit télé que ce qu'il donnait par rapport aux autres pays avant. Donc les choses peuvent changer. Il y a un élément qui est justement pour faire le lien avec les questions de racisme et d'homophobie, c'est que tu as raison, et ça c'est à mon sens une évidence, l'objet stade maintenant doit assurer une rentabilité. Et d'ailleurs c'est pour ça à mon sens que Lyon fait un effort là-dessus, puisque le stade de Lyon doit générer beaucoup de recettes et beaucoup d'argent. Donc il faut assurer une ambiance dans les stades, mais en même temps, si j'ose dire, il faut totalement aseptiser l'ambiance. Il faut une ambiance, je dirais à l'américaine en fait, un peu sur les matchs de NBA où c'est vrai qu'ils font la fête, mais bon, c'est totalement aseptisé. Alors, je ne dis pas, attention, pas d'amalgame, je ne dis pas qu'en faisant le lien avec racisme et homophobie, qu'un stade aseptisé, c'est pas d'insultes, et un stade ambiancé, c'est des insultes. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça que, à la fois, les sanctions à l'encontre des supporters et cette question d'ambiance dans les stades est importante. Moi, je fais le parallèle avec les sanctions collectives, que ce soit usage de fumigène, que ce soit chants homophobes, chants racistes, qui sont bien évidemment condamnables. On va sanctionner et condamner l'ensemble d'une tribune ou d'un stade. Alors effectivement, je ne cautionne pas, attention, ces chants qui doivent être condamnés totalement, mais avec force et fracas. Mais c'est toute la question qui a été abordée récemment dans l'actualité, de ces peines collectives. Est-ce qu'on va sanctionner collectivement, on va arrêter un match après un chant homophobe, et donc, entre guillemets, accuser l'ensemble des supporters, et pas seulement les 10, 15, 20, 30, 40 espèces de connards de fils d'eux qui ont lancé ces chants homophobes ou racistes, ou alors on va, grâce aux moyens techniques aujourd'hui acquis dans les stades de foot de Ligue 1, grâce aux caméras de surveillance, pouvoir cibler les fautifs et eux les condamner très lourdement par des sanctions, par exemple à vie, ou je sais pas, c'est à débattre. Mais en tout cas, c'est toute la question, c'est là-dessus que j'aurais bien aimé avoir justement l'avis de monsieur le maire, sur justement ces sanctions collectives. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le racisme et qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre l'homophobie ? Initialement, encore récemment, Noël Le Graët avait dit on arrête d'arrêter les matchs en cas de chants homophobes. Oh, par contre, pour les chants de racistes, on va arrêter. C'est vrai que là-dessus, c'était totalement peu judicieux. J'imagine une erreur de sa part. Mais voilà, la question, c'est ces stades qu'on veut ambiancer, comment on fait pour en même temps assurer une ambiance, mais aussi un respect des acteurs. C'est un sujet forcément compliqué parce que, évidemment, vous l'avez dit, entre le cri de singe, le racisme ciblé et un chant homophobe qui fait partie, entre guillemets, du folklore. Il faut dire les mots. Moi-même, étant homo, je l'admets que moi-même, quand je joue au foot, ça m'arrivait aussi d'insulter mon adversaire de Tarlouse, et pourtant j'étais homo, donc j'étais complètement, c'est le monde à l'envers, mais ça le motivait. Mais ouais, enfin, c'est pour essayer de déstabiliser. Une fois de plus, c'est pas dans l'esprit du sport, hein, faut bien être d'accord. Quand vous parlez de 15, 20 de sales mecs qui lancent les chants homophobes, c'est quand même beaucoup plus. Hein. Vous faites un Lyon-Saint-Etienne ou un PSG Marseille ou d'autres, c'est quand même dans l'ambiance. Il y a quand même beaucoup de monde, donc c'est difficile d'intervenir. Pour des cris de singe, on peut encore, avec les caméras, les sons, essayer de trouver les numéros de place, essayer de trouver les personnes et les sanctionner. Quand vous avez une tribune qui commence à faire un chant avec des mots homophobes, qui pour eux n'est pas homophobe, c'est un peu plus compliqué. C'est la tribune complète ou c'est peut-être un groupe de personnes. Moi, je ne pense pas que vous parlez d'aseptiser. Moi, je suis un petit peu effaré parce que vous défendez fort quand même les supporters. Moi aussi, j'aime bien l'ambiance d'un match de foot, hein, mais néanmoins, quand même, il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même aussi de la violence. Tout n'est pas rose au milieu des supporters. S'il y a des interdictions de stade, c'est pas non plus pour rien, c'est qu'il y a quand même des problèmes. Dans la ville aussi, il
il y a aussi parfois quand même de la violence, ou que c'est que des gens se plaignent parce qu'ils ont peur de traverser avec leurs gamins. Tout n'est pas tout rose aussi chez les supporters. Donc je veux bien croire que ces derniers temps, ça a été trop loin au niveau des préfets, qu'ils ont un peu trop facilité le fait de dire on ne prend pas de risque, on empêche. Mais moi, je suis allé voir un Lyon-Saint-Étienne pour filmer pour notre documentaire, sans les Stéphanois dans les tribunes. Le match, il était génial. Il y avait une belle ambiance. J'ai pas vu de violence, j'ai pas vu d'agressivité. Donc on peut se poser la question aussi. De dire, tiens, il n'y avait pas les Stéphanois, il n'y avait pas eu de bagarre, il y avait quand même moins d'agressivité envers les Stéphanois. J'ai trouvé que l'ambiance était bonne. Donc on peut se poser la question. Et un supporter de Saint-Étienne qui aurait voulu justement voir ce match dans le stade, c'est pas le sanctionner parce qu'on anticipe de probables chants racistes, homophobes ou violents, mais alors qu'ils n'ont pas eu lieu. Mais on a déjà eu dans le passé. Oui, mais peut-être. Mais là, en l'occurrence, expérience. Quelqu'un qui supporte Saint-Étienne et qui habite dans la région lyonnaise et qui souhaiterait voir ce derby dans le stade, bah on va le sanctionner uniquement parce qu'on estime que dans le passé, il y a eu des antécédents. Donc on l'interdit de se déplacer. Je suis d'accord avec ça, attention, moi je suis très modéré, mais il y a un moment, il faut aussi arrêter les conneries. Si on sait qu'il y a potentiellement de l'agressivité, de la violence, parce qu'il y a quand même peut-être des renseignements généraux, je ne sais pas, tu connais peut-être plus que moi, il y a aussi très politisé aussi les supporters entre l'extrême gauche, l'extrême droite, des fous furieux. Il y en a quand même, on ne peut pas oublier ça. Donc après, pour sanctionner une tribune, on dit oui, c'est une connerie, c'est vrai. Moi, je crois en l'homme et je trouve qu'il y a un moment que c'est au stade, aux autres supporters, aux autres spectateurs de siffler des gens ou de les exclure eux-mêmes, de dire maintenant vous faites chier avec vos conneries. Il y en a marre. Arrêtez vos cris de singe. Le conservatisme remonte en Europe et ailleurs dans le monde. Donc il ne faut pas l'oublier qu'à tout moment, ça peut arriver aussi chez nous. Le Front National augmente de plus en plus, et il y a un moment, on va se retrouver comme en Italie, comme parfois en Allemagne, parfois en Espagne ou au Brésil ou ailleurs, où c'est qu'on aura des gens qui vont beaucoup plus loin parce qu'ils sont fiers de voter Front National, ils sont fiers de dire il y a 11 blacks sur le terrain, je commence à en avoir marre, je vote Front National, je vais faire des cris de singe, je vous emmerde, et la liberticide, la liberté d'expression, il faut quand même être mesuré. Et je pense que parfois, il faut aussi... La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et il y a un moment, il faut respecter tout le monde. Et quand ça déborde, il faut aussi de temps en temps... Et là, pour revenir au match arrêté, franchement, la polémique... Les matchs étaient arrêtés 10 secondes. Enfin, il n'y a pas eu mort d'homme, quoi. On a arrêté les matchs un petit peu. Moi, je trouve que c'était génial parce qu'on a enfin ouvert le débat sur l'homosexualité et l'homophobie dans le football. Ça a permis aux footballeurs, là où est le problème, de prendre position, d'en parler. Ça les a bien emmerdés, je vous rassure. Les présidents, le gros problème, c'est les clubs, parce qu'ils ne veulent surtout pas parler de ce sujet. Eh bien, ils étaient obligés d'en parler. Les médias, ils en ont parlé. Et finalement, c'est ouvert le débat. Et ça, c'est une bonne chose. Et les supporters, qu'est-ce qu'ils ont pris? Qu'est-ce qu'ils ont pris dans les commissions de la LFP? Rien. Il y a eu 2 tribunes de fermées. Donc, il faut relativiser. 2 tribunes. James et Richard voulaient intervenir. À chaque fois, c'était beauté en touche. Il a eu sa vie gâchée quand même à cause de ça. Il y en a eu un qui a eu sa vie. Mais il a quand même aussi fait le con. Mais je suis d'accord avec toi, c'était trop loin. Ça a été trop loin. Ça a été trop loin. T'as raison. Je voudrais... Parce que là-dessus, on est tous d'accord, mais on en revient à la question initiale de Pierre. Le problème aujourd'hui, c'est qui c'est qui est ciblé. Les mecs qui font des racistes, des machins, et qui font des choses délictueuses. Est-ce que du coup, ils sont sanctionnés par une sanction collective, mais ils s'en branlent? Normalement, ils risquent des peines de prison, des peines d'exclusion, des vraies interdictions au stade, etc. Donc il n'y a rien. Donc on en revient à la lâcheté des autorités. Aujourd'hui, c'est une facilité. Là où ils n'interviennent pas, ils font de la pub, de la mousse. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une tendance à confondre en fait aussi 2 choses. Ce qui vraiment émane des autorités et ce qui est dans le cadre de la loi, et ce qui vient de ce qu'on appelle la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, qui est là. Alors là, c'est... 2 pelés, 3 tondus, on sait très bien qu'il y a un président, c'est lui qui prend toutes les décisions, et il n'y a pas de grille claire, on ne sait pas ce qu'on sanctionne, etc. C'est au petit doigt mouillé, c'est comme il veut. Et donc, on a cette fameuse sanction collective. Aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans. On a un recul sur les sanctions collectives, c'est-à-dire qu'on est capable de dire aujourd'hui, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Première raison, parce que ça ne cible pas les bonnes personnes. Donc, moi, j'ai fait un truc, oh mince, au lieu d'aller 1 an en prison, je vais louper 2 matchs. Ah merde alors. En fait je m'en fous. Et alors par contre tous les autres, mais attendez là, qu'est-ce que vous avez fait? Donc en fait vous avez créé, je dis une connerie, mais dans les 6000 autres qui sont sanctionnés,
Alors peut-être qu'il y en a 5000 qui vont dire bon merde putain fait chier, ça me fait chier, bon tant pis. Allez, il y en a 500 ils vont dire oh ouais quand même c'est abusé et tout. Et puis il y en a peut-être 500 autres qui vont dire ah, mais moi comme ça, c'est comme ça. Mais pourquoi je respecterais la loi moi? Pourquoi je respecterais ce qu'on me dit? On vient me donner des consignes, on me demande de faire des choses, pourquoi je le respecte? Et après c'est un cercle vicieux. Et surtout, on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire que les gros problèmes à chaque fois qu'on parle, que ce soit de société, de supporterisme et tout, qui interviennent dans les stades, il faut que tous les acteurs, et ça tout le monde le sait, interviennent. Ligue, fédération, autorité, club, groupe de supporters organisés, parce qu'on ne va pas demander aux lambda de le faire, les acteurs des clubs, les différentes personnes. Des fois aussi, c'est une pédagogie médiatique, parce que les médias ont une grosse part de responsabilité aussi sur le bordel ambiant. Et bien là, tout le temps, c'est les supporters. Donc aujourd'hui, les 3/4 du débat, ça a été les supporters en fait ci. Et c'est ce qu'on connaît depuis des années. Donc en gros, personne ne va se pencher sur « Tiens, mais qu'est-ce que fait exactement le ministère des Sports ? Tiens, mais qu'est-ce que fait exactement le ministère de l'Intérieur ? Tiens, mais que font les autorités ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que veulent les clubs, etc. » Ce que tu disais tout à l'heure. À un moment, oui, les clubs, les ligues, etc. Alors là, aujourd'hui, on a de la chance d'avoir quelques personnes à la Ligue qui sont proactives et qui ont envie de faire avancer les choses. Mais sinon... Les ozos dont tu parles, qui ne voulaient pas parler d'homophobie ou de quoi, mais ça fait 30 ans, ils sont là, ils sont tranquillous. Hein. Bah oui, parce qu'il y a un problème, c'est la faute des supporters. Il y a même une tribune qui s'écroule, c'est limite, c'est la faute des supporters parce qu'ils ont sauté dessus. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc à un moment, les choses, ça sont ça. Si on est dans un état de droit, eh ben, alors des fois, ça n'arrive pas, on cherche les coupables, on cherche à les sanctionner une fois qu'ils sont passés devant un juge. Ok, alors... Ouais, juste très vite. Pierre t'a posé une question, c'est en gros, est-ce qu'il y a un intérêt des clubs à protéger, développer l'action des supporters? Franchement, c'est à la fois une bonne question, mais il faut peut-être l'étendre. Aujourd'hui, c'est quoi un stade? Qu'est-ce qu'on attend au stade? Qu'est-ce qu'on veut comme public dans un stade? Qu'est-ce qu'on veut comme propos? Qu'est-ce qu'on veut lire comme banderole dans un stade? Est-ce qu'on veut lire des propos qui, dans le respect de la légalité, sont des propos neutres, comme tu as dit tout à l'heure, aseptisés, des propos feutrés, ou est-ce qu'on se dit que le stade a quand même une fonction qui, à un moment donné, de dire les choses dans la légalité, mais de les dire avec une certaine forme que l'on n'a pas ailleurs? Est-ce qu'on veut des stades dans lesquels on est des publics homogènes, ou est-ce qu'on veut des publics qui soient toujours dans la diversité? Une des caractéristiques du mouvement ultra, c'est que vous pouvez rencontrer à la fois des gens qui sont sans qualification et avoir des gens qui sont issus de formations Bac+, etc. Et ben, cette diversité-là, on ne la retrouve pas partout aujourd'hui en France, et elle est dans les groupes ultra, elle est dans les groupes de supporters. C'est une richesse. Est-ce que c'est ça aussi dont on veut se passer, dont on ne veut plus avoir? Est-ce que c'est le fait d'avoir de l'ambiance dans les stades? Franchement, il y a une vraie réflexion sur est-ce qu'un stade, demain, c'est juste un lieu comme un autre? Pierre, à un moment donné, tu avais parlé, est-ce que c'est une salle de théâtre? Tu t'es fait un petit peu champouiner là-dessus, mais est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on accepte quand même que dans la limite de la légalité, il puisse y avoir des choses qui provoquent peut-être, qui à un moment donné interpellent, mais qui ne sont pas. Enfin, revoyez, hein, on a des dizaines de banderoles qui à un moment donné ne sont pas des banderoles qui sont interdites par la loi, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, qui tombent éventuellement sous le coup du règlement de la Ligue, qui est un des trucs mais les plus fourre-tout du monde, dans lesquels on peut tout faire passer et tout ne pas faire passer. Et donc ça donne le sentiment quand même qu'on est sur... On vise et on cible à chaque fois les ultras. Et je finis sur un truc. Tu disais, Johan, que finalement, ça avait ouvert le débat à la séquence. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve qu'il y a deux victimes collatérales, le foot et la lutte contre l'homophobie. Pourquoi? Parce qu'on a entendu les sanctions. Moi, j'ai préféré entendre Joël Demier parler avec Flora Bolter de la nécessité d'accompagner les sanctions par de la formation, de faire comprendre les sanctions. Et quand on a accepté pendant des dizaines d'années certains propos dans un stade, du jour au lendemain, dire on les interdit sans qu'il y ait un effort pédagogique à côté, c'est inefficace. Et donc une sanction, oui, mais accompagnée, sinon elle n'a pas vocation à un moment donné à être comprise par ceux-là même qui la donnent. Et il faudra dire que dans cette histoire, si on veut lutter contre l'homophobie, c'est ensemble, et que les supporters ne sont pas un problème, mais ils sont une partie de la solution. C'est eux avec lesquels il faut commencer le travail. Certains d'ailleurs l'ont déjà fait. On a même, au niveau européen, beaucoup de travail qui est fait. Pourquoi ne pas regarder les expériences qui sont menées dans d'autres pays, s'en inspirer et mettre en place ça, avec l'idée de dire, on forme, et à un moment donné, effectivement, on sanctionne parce que ça va avec. Mais la sanction seule est une sanction qui, je pense, n'est pas comprise. Et là, dire qu'on a, à un moment donné, fait progresser la lutte contre l'homophobie dans le football,
dans le football, alors qu'on sait très bien, et tu l'as dit tout à l'heure, qu'elle n'est pas limitée aux supporters, elle n'est même pas limitée aux tribunes où il y a les supporters. Dans les tribunes latérales, on entend aussi des propos individuels qui sont condamnables. Donc moi, je pense que sanction sans à un moment donné ni pédagogie, ni information, ni d'y aller tous ensemble, je pense que c'est dommage. Je pense qu'on a raté un truc, c'est de faire corps ensemble et de reprendre peut-être le plan qu'avait pondu la Ligue, mais de le pondre avec les supporters et pas tout seul avec la Ligue et les associations, même si tout ce qui est dedans est juste... Juste une minute pour rebondir, parce qu'on peut... On va pas faire de la pédagogie. Les gens, ils sont quand même pas cons qui vont dans les stades. Dire que les machins, c'est des PD, des fils de pute et dedans. Il y a des hommes qui tapent leurs femmes depuis des années. C'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Si, de jour au lendemain. C'est comme demain, tu roules à l'autoroute 130 et on te dit que tu descends 120. Bon, mais c'est tout. Non, mais tu as raison. On peut même pas réagir. On va juste laisser. C'est tout. Tu défends. Parler. Il y a un moment, il y a des choses qui se font dans les centres de formation avec les gamins, mais il y a aussi des choses qui essaient de se faire avec les supporters. Je suis désolé, pendant 3 ans, j'ai gratté aussi pour me rapprocher auprès de groupes de supporters. Franchement, vas-y, essaye, tu verras que tu les emmerderas avec ces questions de dire on fait de la pédagogie, on va parler d'homosexualité, les gars, ça vous intéresse? Franchement, il y en a qui le font, il y a des choses qui se font. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font. Ça n'empêche qu'ils continuent de chanter on vous encule les tarouses, machin et tout. Enfin, les PD, pas les tarouses, on entend. C'est quand même compliqué d'aller parler de ce sujet avec eux, comme dans le milieu du football avec les gamins, comme avec les éducateurs, comme avec les présidents, comme avec tout le monde. Donc de dire on va faire de la sensibilisation pendant 2 ans et après on va... Moi j'étais pour ça à la base. J'étais pour ça. Mais finalement ça marche pas. On va faire quoi? Nous on va arriver avec des associations, on va ouvrir, on va dire tiens on aimerait bien aller dans le COP... je sais pas trop où, on va parler d'homosexualité, mais franchement, James, on peut se dire la vérité, ça va intéresser qui? Ça va intéresser qui? Donc à un moment, il n'y a pas eu des grosses sanctions. Il y en a eu une grosse à Lens. Bon, il a lancé, c'était un animateur qui a lancé des chants homophobes. Bon, moi, j'étais contre. C'est vrai que ça a été dur pour lui, très dur, certainement scandaleux. Ça a été trop loin, mais néanmoins, il a quand même lancé des chants. Et à un moment, on ne peut pas dire on va en parler pendant 107 ans et puis en 2030, on va peut-être arrêter. Ah bon, ben alors apparemment, tu connais beaucoup. James. Ah bon, ben d'accord, excuse-moi. Nous, on est des cons, on n'a pas bossé dessus. Oui. C'est bon, ça chauffe. On a fait une étude Ipsos qui... Par contre, si Richard veut répondre, il prend le micro. Mais par contre, je pense que James voulait... James Oui, non, que ça soit sur ce sujet... Pour faire l'arbitre. Non, ouais, même pas. Que ça soit sur ce sujet ou sur d'autres, on en revient à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des moments charnières. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là. Et effectivement, ça prend du temps. Et c'est pas des petits ateliers ou des machins et tout. La référence qu'on a, c'est sur le racisme. Les choses ont mis beaucoup de temps, ont évolué. La législation est venue. On sait à peu près maintenant ce qui va à l'encontre de la loi, ce qui ne va pas à l'encontre de la loi. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui sont racistes qui vont aller au stade. Mais l'expression racisme dans le stade, aujourd'hui, elle est bien ciblée, elle est bien interprétée. Il n'y a pas de confusion et du coup, il n'y a pas de débat. Ça a pris, à ma connaissance, plus de 20 ans d'ailleurs. Donc plus de 20 ans. Eh ben, là, vu qu'on part de rien, parce que justement, comme on le disait, il y a trop de zozos qui étaient là depuis des années et qui n'en avaient rien à faire, et moi on en parlait et mieux ils se portaient, ça risque de prendre encore plus de temps, parce qu'il y avait quand même une prise de conscience générale avant. Mais ça c'est pas des histoires d'ateliers ou etc. qui vont se passer, et c'est pas une histoire de supporters ou d'associations de lutte contre l'homophobie ou les discriminations, parce que de toute façon nous on va se parler 10 fois, mais alors, si les autorités, les ligues etc. ne font rien, de toute façon on continuera à se parler, il se passera rien. Oui, alors j'aimerais justement, c'est un petit peu le propos de Pierre tout à l'heure, qui mettait le club au centre du jeu. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui un ultra, un supporter, c'est quelqu'un qui porte un maillot. Donc normalement, il devrait être lié à ce club. Il l'est évidemment, mais on a l'impression que quand ça chauffe, quand ça ne va pas, le club se désiste un petit peu de sa responsabilité. En parallèle de ça, on prend le modèle anglo-saxon, plutôt américain, où le supporter, le fan, n'oublions pas que le fan, ça fait sympa, hein, mais fan, ça vient de fanatique. En général, un fanatique, ça fait péter un quart. On préfère être un fan qu'être un ultra. Mais le fan est rentré dans le modèle économique du club. D'accord ?
mais surtout, le fan est en adéquation et en échange permanent avec les instances du club. Ben, ça me fait exactement penser à un problème syndicat-patronat. C'est-à-dire qu'en France, ça fait 90 ans que le syndicat se casse la gueule avec le patronat et rien n'est réglé. Vous arrivez souvent sur des modèles anglo-saxons où on discute au préalable et on arrange le coup. Eh bien, on a bien le sentiment que quelque part, quand un ultra ou quand des tribunes sont punies, on a l'impression qu'on ne punit que celles et ceux qui se déplacent, qui revendiquent une couleur et qui assument leur passion pour un club. Et on a l'impression qu'ils sont lâchés par le club. Est-ce que ce ne serait pas au club de prendre en responsabilité définitive le fait que ces ultras, ces supporters, c'est de sa propre responsabilité dans tous les bons sens du terme ou dans les mauvais sens du terme, peu importe. Mais en tout cas, il est comptable de ce qui se passe. Ça voudrait dire que quelque part, à la table des discussions dans un club, il y aurait, et encore une fois, je lance le débat, une personne représentative des supporters et des ultras, sachant que ces gens-là revendiquent les couleurs où que le club aille. Et en règle générale, ce sont eux qui font le sale travail. Alors d'un côté, ils vont défendre haut et clair les couleurs d'un club, et de l'autre, ils sont systématiquement à payer les pots cassés. Est-ce que c'est complètement subjectif? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut, à ce niveau-là, parce que l'air de rien, franchement, vous avez des propos à la fois passionnés et passionnants, mais juste chacun dans son silo. Mais là, s'il fallait trouver un semblant de solution, est-ce que ce ne serait pas au club de se mobiliser à ce niveau-là? Moi, je vais faire très court. Et pas la Ligue, hein. Pour laisser mes deux collègues qui maîtrisent mieux le sujet réfléchir à ce qu'ils vont dire. Pour le documentaire, moi, j'ai fait la tournée des présidents. Alors, en off, ils voulaient bien parler et me dire « Ouais, mais on est souvent emmerdés quand même. Moi, je sais pas. Quoi qu'on leur propose, ils sont contre. C'est comme un peu les délégués à l'usine. Ils lèvent la main, je suis contre. On veut faire des choses, on est contre. Ils sont jamais contents. Et certains présidents disaient qu'ils avaient des gros soucis. On a vu Remeillet, il n'y a pas longtemps, à Saint-Etienne, se faire insulter, humilier, je ne dis pas que c'est l'exemple, par certains de ses supporters. Il ne faut pas le rappeler. Il faut quand même le rappeler que les supporters, parfois aussi, comme moi quand je joue au foot, j'adorais tel et tel joueur ou tel président parce qu'il me fait gagner. C'est la passion immodérée, irréfléchie. Et qu'un jour après, je vais le haïr, le détester, l'insulter. Et pareil pour le club. On va insulter le président, on va insulter l'entraîneur, on va insulter les joueurs, on va insulter tout le monde. Et on va perdre la raison. On perd tout discernement. Donc ça, c'est une réalité aussi. Il faut pas... Moi, je pense que les clubs ont tout à gagner. Désolé de dire un peu l'inverse de ce que vous pensez. Non pas aseptiser parce que le mot est fort, mais de virer certaines personnes. À cadrer, peut-être. Cadrer pour vendre. Ça ne veut pas dire tyranniser. Hein. Cadrer, c'est être responsable. Enfin, je fais un parallèle avec notre univers. Si demain, je sais pas moi, au bureau des sports, il y a une équipe de basket qui se déplace avec le logo SMS et qui casse le vestiaire, je suis directement responsable. Alors, juste pour terminer, et je trouve ça normal. Pour ramener des sponsors, des investisseurs, c'est quand même peut-être mieux. On l'a vu à Nice, hein, avec les histoires du bandeau, le jour que le mec est là, il a envie de voir ça. Le premier match qu'il arrive, il voit déjà son équipe, les gens hurler, le match arrêté 12 minutes, des chants qui étaient quand même virulents sur le bord du terrain. Vous croyez que vous avez envie d'investir 1 million, 2 millions là-dedans, ou 10 millions? Vous dites, et pareil, pour remplir le stade, les ultras, ils ne sont pas là, c'est dommage, il y a peut-être moins d'insultes, mais il y a quand même d'autres supporters qui mettent de l'ambiance. Ouais, ou peut-être, oui, mais c'est certainement un constat. Mais il y a quand même d'autres gens qui chantent, qui mettent l'ambiance, et vous avez peut-être plus de familles qui viennent avec leurs femmes, leurs gosses et la grand-mère aussi peut-être. Donc c'est une discussion que je pose. Hein. Ça remplace peut-être. Alors, James ou Richard. Juste parce que là, pour l'histoire des familles, il y a surtout si vous voulez venir faire des familles, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qui s'est passé au PSG? Avant, c'était à moins de 14 ans, vous aviez des tarifs, moins de 16 ans, vous aviez des tarifs, ça n'existe plus. Donc il y a moins de familles. Il y a moins de bordel, non? Comment? Il y a moins de bazar, peut-être, non? Mais non, il y a aucun. Il y a quoi comme bordel? Donc voilà, après ça c'est des politiques tarifaires, etc. Et on en revient justement au sujet. Effectivement, c'est ce qu'on appelle de la concertation, quoi. Et là, on parle de fans, alors c'est plus virulent, c'est plus actif et ça va être plus concret parce que ça va se mesurer. Mais qu'est-ce qu'ils font les grosses boîtes? Ils vont pas consulter un peu des panels de clientèle, des machins? Ils dépensent un pognon dingue là-dedans. Pourquoi? Oui, c'est pareil au foot, sauf qu'au foot, ils ont une chance, c'est que ça leur coûte pas un rond pratiquement, ils les ont direct. Il suffit d'aller leur demander de venir. Et qu'en plus, il y a la plupart des choses qui peuvent être faites, elles peuvent être faites par les supporters.
Par contre, on en revient à un problème, c'est que c'est même pas une question du manque de concertation, parce que même s'il y a une concertation, on est... Alors, je suis désolé de faire une généralité, c'est peut-être un peu raciste, j'en sais rien, mais moi, de ce que je constate en France par rapport à ce que je peux voir ailleurs, mais il y a un blocage, ils ne veulent pas du tout. Même si on dit la même chose, des fois, le fait... Non, mais non, c'est pas possible. Donc délit de sale gueule. Ouais, non, mais moi j'ai raison. Ah, tu dis la même chose que... Est-ce qu'on peut dire que les supporters aujourd'hui, il y a un délit de sale gueule à leur égard? Est-ce qu'on pense que c'est un groupe de pression ou un groupe d'intérêt qui ne mérite pas l'échange? Parce que si c'est ça, c'est peut-être je pense qu'il mérite l'échange. Je pense que les choses sont en train de changer. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a une prise de conscience justement de la richesse que ça apporte. L'exemple qui est donné tout à l'heure de Romeyer, j'en reviens à ces espèces de gestion paternaliste à l'ancienne. On est dans un autre temps et que plus ça s'organise et plus on arrive à ça. Après, là, il y a une question qui est centrale et qui, normalement, une fois qu'il est installé, qui de toute façon met les choses à plat, c'est ce qu'on appelle le référent supporter. Le référent supporter, il n'est pas là pour organiser un déplacement. Il est là pour faire le lien entre tous les services et les supporters. Et en fait, alors ça, je vais pas ça n'a pas valeur d'études, c'est pas scientifique ce que je vous dis, c'est un ressenti sur des discussions. Souvent, les discussions que j'ai avec des référents, comme ils sont amenés à aller appeler la billetterie, appeler la sécurité, appeler la direction, en fait, ils sont obligés d'intervenir auprès de plein de services. Et ben, c'est le premier à se dire, mais en fait, nous, le truc transversal qu'on est en train de faire, ça n'existe nulle part. Et ça, c'est un premier problème. Parce que de toute façon, dans un fonctionnement de club, comme c'est des grosses machines et que ça implique plein de choses, et que dès l'instant où on va parler billetterie, marketing, etc., ça intéresse les supporters, et ben, toute cette transversalité, et ben, ça n'existe pratiquement nulle part. Et entre eux, déjà dans l'organisation des clubs, c'est un plus, c'est-à-dire pour arriver ne serait-ce qu'à un fonctionnement normal. Et ça, c'est une richesse qui est énorme. James, c'est pas, encore une fois... Ça, c'est un monde utopique quand le référence en place. James, hors boutade, hein, je suis désolé de reparler de l'OL, mais est-ce que c'est pas un embryon d'espoir de voir un club géré par un président qui possède son stade et donc qui possède normalement tous les rouages économiques autour de son stade pour pouvoir le monétiser? Est-ce que c'est pas un espoir de voir que c'est le club en pointe, entre guillemets, grâce au modèle économique, vis-à-vis du supporter et vis-à-vis de l'échange des supporters? Est-ce que, justement, ça ne peut pas devenir une jurisprudence qui fera que, dans quelques temps, tous les clubs considéreront que le pool supporter ultra est un pool fondamental dans l'équilibre économique du club et que ces gens-là auront enfin une voix au chapitre? Alors, moi, personnellement, si je prenais un exemple, ça serait plutôt celui du Havre, où on a des représentants de supporters qui sont au conseil d'administration. Et quand je dis supporters, là, je ne parle pas des ultras, hein, c'est des représentants de supporters. Et à mon sens, aujourd'hui, malheureusement, le meilleur moyen de se faire entendre, c'est le conseil d'administration, parce que après, sinon, ça dépend des gens. C'est-à-dire que si vous avez un bon référent, si vous avez un bon président, si vous avez un bon délégué, si vous avez des bons responsables des supporters, tout va bien. Mais dès l'instant où dans ce petit groupe, il y a quelqu'un qui a de la mauvaise volonté, bah, ça crée des tensions et ça crée un bordel. Donc, alors qu'au conseil d'administration, bah, voilà, il y a une représentation officielle des supporters. Richard, sur ce point-là, est-ce qu'on peut être utopiste ? Je sais pas, ça me renvoie à trois trucs. D'abord, la relation, elle peut être frictionnelle entre un club et les associations de supporters dans le temps, dans l'histoire. On se rappelle qu'une grande partie des associations de supporters, quand elles existaient en tant que telles du Paris Saint-Germain, avaient gueulé sur l'arrivée de Canal, qui avait eu comme première intention de changer le logo, c'est-à-dire en gros on vire la Tour Eiffel, on vire le berceau qui est en dessus, on vire le 1970 et on fout les trois lettres PSG sous un fond un peu grisâtre, et que ça avait hystérisé une partie des supporters qui disaient que c'était l'histoire et l'identité du club qui étaient niées. On peut dire aussi que quand à un moment donné on a des clubs qui se lancent non plus dans un football qui est populaire, mais qu'on voit des prix des places qui augmentent de telle manière que certains sont privés de l'entrée en stade. On l'a vu en Angleterre, c'est pas forcément un phénomène très français, peut-être un peu parisien quand même à une époque, mais qu'on l'a vu pas mal en Angleterre. Oui, que ça agace une partie des supporters et des groupes de supporters, c'est un peu normal. Donc les relations tendues, elles peuvent exister, et à un moment donné, on a aussi cette relation à assumer. Il y a aussi des moments qui sont des couacs entre les dirigeants et les supporters. Et deuxième truc,
qu'on soit bien d'accord dans mes propos. Il n'était pas dit que je ne voulais pas sanctionner, parce que là j'ai l'impression tout d'un coup qu'on a un petit peu caricaturé mes propos. L'idée n'est pas de ne pas sanctionner ce qui relève de l'homophobie et du racisme, puisque c'est sanctionné par la loi déjà. L'idée c'est comment on met en place. Et moi je pense qu'on met en place parce qu'on est tous ensemble à un moment donné à agir sur ces actions, et que si on le fait qu'à quelques-uns contre les autres, je pense que ce n'est pas un truc qui marche. Dernier truc, on a aussi des associations de supporters aujourd'hui qui vont avoir un problème avec les dirigeants, parce que le modèle économique qui est développé, c'est un modèle en fait du foot business, et que tu as des groupes de supporters qui gardent un peu autre chose, qui sont d'ailleurs pour certains ultras et d'autres pas, et qui défendent l'idée d'un foot plus populaire. Les associations de synthé, elles sont un peu aussi pour certaines dans cette optique, et donc elles critiquent un modèle économique, elles critiquent une dérive du foot, et donc c'est normal que les relations puissent être à un moment donné tendues, et il faut les accepter comme telles. Moi je pense que c'est la même chose qu'un dialogue social. Voilà, pourquoi à un moment donné, on arrive avec le patronat et le syndicat, enfin quand on arrive encore à les réunir, ou quand on en a la volonté, c'est pas toujours le cas en ce moment, mais quand on a cette volonté, eh ben, à un moment donné, on est dans du dialogue. Et c'est vrai qu'on part de positions qui sont pas exactement les mêmes, voire peut-être a priori irréconciliables. En réalité, elles le sont conciliables. Et c'est tout le jeu du dialogue. Et ben là, on est sur un peu la même chose. On peut avoir ces temps et assumer enfin un dialogue social entre les clubs, les représentants d'associations de supporters, les dirigeants des ligues et de la fédération, et arrêter. Et moi, franchement, je finis sur ça. Ce que tu évoques sur le modèle lyonnais, il a tout l'intérêt que tu y mets. Et il a une limite. C'est que demain, on soit dans une relation bilatérale entre le dirigeant du club et ses supporters, et que demain, la relation des groupes de supporters entre eux soit diluée dans une relation bilatérale. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi quelque chose qui peut interroger la pratique des clubs de supporters à Lyon sur comment on participe à un mouvement collectif qui soit à la fois en France et peut-être européen, avec des pratiques à échanger, et c'est d'ailleurs le cas dans certaines actions qui sont mises en place avec des fondations aujourd'hui. Comment on partage, comment on met en place des trucs, et je pense que c'est plus intéressant que d'avoir simplement une relation qui est bilatérale entre les dirigeants d'un club, les supporters du club, et on en reste à ce noyau-là. Il faut que ça donne l'occasion quand même d'avoir entre les dirigeants de club, entre les groupes de supporters, des actions, des peut-être revendications communes à un moment donné pour faire progresser tout le monde. Mais avant d'arriver à une relation bipartite, peut-être faudrait-il que dans cette direction-là, et c'est aussi le sujet qu'on va étendre au public avec les micros, si vous voulez évidemment intervenir, c'est peut-être de voir tout simplement que l'homophobie, le racisme, les indécences qu'on peut voir, peut-être que ces choses-là pourraient être traitées avant même de savoir si on aura un résultat syndicat-patronat. Mais en tout cas, on serait dans la direction de collectivement, conjointement, ensemble, traiter ces problèmes qui n'arrangent personne, on est bien d'accord. Si ce n'est les gros imbéciles qui, comme tu l'as dit James, ne sont quasiment pas pénalisés par leur fait, et par contre, ils pénalisent tous leurs copains autour. Est-ce que Pierre, tu as un dernier mot avant que l'on passe la parole à l'auditoire? Dernier mot, mis à part que j'étais totalement happé par cette discussion très intéressante. Trop court, hein, c'est trop court. Ouais, on va faire une saison 2. Je ne sais pas si vous avez pensé, mais moi j'étais très intéressé. Je vois l'heure qui tourne, et je sais que la capacité d'attention d'un être humain normal, c'est en tout cas moins de 2 heures. Ça fait déjà 1h20 qu'on discute. Si on va passer aux questions, aux interactions avec le public. Donc si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, des commentaires et des interpellations auprès de nos experts, c'est maintenant ou jamais. Bonsoir tout le monde. Alors merci de cette heure d'information. Donc c'est un peu parti dans tous les sens. Avec des avis. On devait cadrer, mais c'est parti. Avec des avis parfois fondés, parfois non, malheureusement. Voilà, en fait, moi je suis ultra parisien maintenant depuis 15 ans, donc j'ai subi le plan Le Prou, et j'ai subi tout ce qui est interdiction de parquage, donc j'ai fait des contre-parquages. Et en fait, je pense que un club de foot français n'a pas compris qu'un ultra, tu peux lui mettre tous les bâtons dans les roues, tous, parce qu'on l'a subi. On l'a subi, même moi, j'ai été IDS alors que j'étais IDS après le plan Le Prou, parce que j'appartenais à une asso, juste pour ça, une asso dissoute, des Lutèce, Falco en l'occurrence. Et on est quand même revenu. On a créé d'autres groupes contestataires qui forment maintenant le CUP. Et ça sans l'aide de personne. Et en fait, ce que je comprends pas chez les clubs français,
Et pourquoi, comme vous avez dit très justement, pourquoi il ne donne pas la parole à ses supporters? Pourquoi il ne comprend pas pourquoi il le devrait le faire? Parce que quand le supporter a la parole, ça facilite tout. Moi, l'exemple, moi j'ai pas mal voyagé pour le foot, et l'exemple le plus criant, c'est quoi, les plus explicites en tout cas, c'est en Suède, où il y a des SLO. Donc des SLO, c'est des interférents entre supporters et clubs. Merci de préciser. Voilà. Et là, tout se passe bien. Tout se passe bien. Les déplacements sont prévus. Tout se passe bien. Voilà. Il y a quelques débordements. Il y a une partie dans tous les clubs, soit l'AICA, soit Joe Gardens. Voilà, il y a des clubs où il y a une frange un peu politisée et un peu radicale, certes. Mais après, ça donne une organisation, surtout dans les déplacements. Et il y a un consensus. Il y a un consensus, un déplacement est organisé. À Paris, je suis allé à Bruges mardi, il y a eu 0 échange avec le club. On a eu une contre-marque, il n'y avait rien dessus. Il n'y avait rien dessus. Il n'y avait pas de point de rendez-vous. On n'avait pas d'interférent. C'est le CUP qui a tout géré d'une main de maître, parce que malgré le peu d'informations qu'on avait, on a quand même réussi à s'organiser. Et cela le dernier jour, parce que le bourgmestre de Bruges pensait qu'il avait le droit de nous interdire de déplacement alors qu'il n'avait pas le droit. Et en 2 jours, on a réussi à quand même organiser un déplacement de 1500 supporters et à créer une ambiance mais génialissime au sein du parkage. Alors certes, il y avait des fumigènes. Et alors 2 fois. 2 fois. Oh, plus que 2 fois. À tous les buts. Donc plus que 2 fois. À l'entrée des supporters. Et même avant le match, je crois avoir vu l'image. Non, je me trompe totalement sur Twitter. Il y a eu pas rentré avec des fumigènes. Non, ça c'est à Nice. Ah, okay. Ça c'est à Nice. Oui, on a craqué en rentrant. Oui, mais enfin, un fumigène, c'est pas homophobe. Et voilà. Et il y a des sanctions. Et donnez-moi un exemple où un fumigène a provoqué un accident. Certes, il y a une bâche qui a cramé à Montpellier une fois. C'est une bâche. Il n'y avait jamais eu d'accident. En fait, il y a des faux problèmes. Le vrai problème, c'est l'homophobie, c'est le racisme. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Le dialogue. Mais le dialogue, tout simplement. Juste une personne qui soit auprès du CUP, qui soit même intégrée au CUP. Pourquoi pas? Parce que là, on a Romain Mabi qui fait un travail énorme, et on a aussi les maîtres Barthélémy et maître Auriat qui font un travail mais énorme, et parfois bénévolement, qui nous aident énormément justement à contrer tous les sanctions qui peuvent être infligées aux supporters. Et moi, je pense qu'il faut plus de dialogue, un interférent pour justement organiser des déplacements, sanctionner quand il faut sanctionner, mais qu'il ne fasse pas la sourde oreille, parce que ça ne mènera à rien. Et le problème, il sera éternel. Ça continue. Ok, entendu. James, puis après Richard. Oui, je vais répondre puisque je connais bien le sujet parisien. Bon, déjà sur le déplacement à Liège, là je suis obligé de me faire l'avocat du club parce que là ça vient. Bruges. Bruges, oui, pardon. Le bordel, il vient des autorités françaises qui ont fait en sorte que, avec des informations complètement n'importe quoi, le bourgmestre il prenne ses décisions parce qu'il est engagé en fait comme un préfet, à la différence de la France. C'est-à-dire que un match en France, le préfet est plus engagé que le maire qui accueille le match. Là-bas, c'est différent. Bon, ça c'est une chose. Après, sur l'installation des référents et tout, ils existent. Ça se met en place. Ça prend du temps. Moi, de mon avis, pour avoir beaucoup travaillé la question, il n'y en a pas assez. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'autant qu'à Paris, il y a quand même une grosse activité. Mais c'est des choses qui existent. Après, ça n'empêche pas qu'effectivement, il faut voir comment les supporters sont entendus. Le problème, c'est pas tant aussi qu'ils soient entendus. J'en reviens à cette histoire. Alors, je parlais de transversalité, ça peut vous paraître flou ou de rapport avec les services. C'est qu'une fois que vous êtes entendu, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de capacité à suivre les dossiers, de toute façon, les problèmes vont continuer. Donc voilà, ça c'est des choses qui se mettent en place. Et encore à Paris, ça se met en place. Et pareil, il y a aussi une responsabilité des groupes de supporters de formaliser leurs demandes, de se mettre d'accord et de ne pas changer d'avis toutes les 5 secondes. Je suis bien placé pour le savoir, vu que j'ai quand même fait partie pas mal des directions et des discussions, etc. Voilà, et pour finir, on n'était pas 10 000 à contester. Hein. On n'était pas 10 000 à contester, et honnêtement, c'est pas parce que je suis parisien que je dis ça, mais ce que nous on a fait pendant 6 ans,
Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'aurait fait en France ou ailleurs dans le monde. Juste un dernier détail, tu parlais de la Suède. La Suède, ils ont un président qui est totalement investi sur la question. Et il a quand même bougé beaucoup de choses, notamment la façon des autorités suédoises de gérer le truc. Et on voit bien qu'au moindre petit anicroche et tout, les autorités, ils essaient quand même de reprendre une petite main répressive, même s'ils sont beaucoup mieux organisés que la France, alors qu'ils ont beaucoup plus de hooligans. Oui, je parlais vraiment d'un point de vue organisation. Organisationnel, le problème, c'est on en revient aux autorités. La plupart des trucs, enfin, les interdictions de déplacement avec cette espèce de dogme de prendre des bus et tout, ça fout un bordel de fou, quoi. Et ça ferme les autoroutes belges. Hein. Parce qu'on a une escorte, il fallait voir le truc, il fermait toutes les autoroutes pour nous faire passer. Non, c'était... Ça vous a plu? Oui, mais c'est quand même dingue d'en venir là et de nous suspecter et d'anticiper de quelconque violence, alors qu'on s'en fout des brugeois, quoi, des brugeois, je sais pas quoi. Des Belges. Voilà, mais... Richard? Non, juste, moi je suis assez sensible à ce que tu dis et en même temps c'est la preuve d'un recul complètement dingue parce que dans les années 90, le PSG avait ça. Il y avait un département supporter, il y avait un responsable supporter, il y avait des gens qui étaient auprès de Denisot à l'époque et qui mettaient ça en place. Et en fait, on a perdu tout ce truc-là parce qu'on s'est dit que les associations, finalement, ça servait pas à grand-chose, voire que ça servait à rien et qu'il valait mieux qu'on n'ait pas d'interlocuteur. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, on a peut-être perdu quelque chose. Et en fait, moi, c'est ça qui m'agace. C'est l'absence de continuité sur le travail qu'on a pu faire avec les supporters. Et là, on est en train de réinventer ce qui a été à un moment donné les Frédéric Serrandor, etc. et qui, en fait, étaient au PSG en charge exactement de ce que tu es en train d'expliquer et qui se sont battus pour que ça existe et qui, aujourd'hui, on pourrait presque revenir et te dire comment ça se passait et tu dirais, c'est de ça dont on a besoin. Et tu vois, cette absence de continuité, à un moment donné, doit poser problème sur la manière dont les clubs et les politiques publiques s'organisent. Enfin, c'est juste un truc agaçant, mais en l'occurrence, on pédale à l'envers. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, questions, interactions. Oui, devant toi. Bonsoir. Moi, je voulais revenir sur la question du racisme. C'est une question qu'on n'a pas forcément abordée au cours de cette discussion. On a vu des articles, notamment par rapport au racisme en Italie, où on envisage d'utiliser la VAR justement pour identifier les fauteurs de troubles, les fauteurs de merde, pardonnez-moi l'expression. Voilà. Moi, je voulais avoir votre avis sur cette solution-là. Est-ce que justement la solution au racisme, elle viendrait pas de l'intérieur du foot en lui-même? Et est-ce qu'il n'y aurait pas par là une sorte de cercle vertueux? Je m'explique. Déjà, ça donnerait un stade, peut-être pas aseptisé, mais en tout cas un stade plus respectueux, tout en se portant garant de l'ambiance. Pour les instances, on sait que la FIFA réfléchit à introduire de la pub, notamment pendant les interventions du VAR. Donc ça pourra faire entrer des sponsors, justement parce que ça rajoute des séquences VAR, entre guillemets. Et pour les joueurs, évidemment, parce que notamment ceux qui en sont victimes. Après, j'aurais du mal à imaginer, t'imagines, une marque qui va s'associer à la séquence VAR antiraciste. Ou celle qui susciterait des informations. Mais justement, dans le sens où, comment dire, ces marques-là, pas vraiment pour dire antiracisme, mais pour l'argent que ça pourrait apporter Ouais, en tout cas, une démarche de la part de l'organisateur pour pouvoir fliquer, filmer les personnes qui seraient contrevenantes à ce qu'il pourrait dire. Tout en parallèle, on pourrait dire aussi que le club pourrait faire un rétro-contrôle. Mais encore, c'est toujours la même chose. Il y a le fameux adage qui dit que quand on discute, on ne se dispute pas, ou peu, en tout cas moins. Si le club discute avec les supporters et que la responsabilité de celui ou celle qui va dire une énormité parmi les supporters sera sanctionnée à la fois par ceux qui y sont, mais aussi par ceux qui sont à l'extérieur, peut-être, mais est-ce que là, encore une fois, on ne manque pas de discussion de... Ah oui, c'est une question de répression. Qui peut l'imposer ? James ? Une précision, c'est que depuis la loi de 2016, les clubs ont la possibilité. C'est tout manquement au règlement intérieur, ils peuvent exclure. Après, ça n'empêche pas qu'il s'il n'y a pas de suivi des autorités, il ne se passe rien. Mais le club peut faire un minima. Alors après, moi, je ne suis pas pour des vidéos partout, etc. De toute façon, ça existe.
Aujourd'hui, concrètement, c'est juste que c'est où on les utilise ou on les utilise pas. Et souvent, elles sont utilisées. Alors, vous avez des blagues, hein. C'est qu'on utilise la vidéo pour mettre une interdiction à quelqu'un bien ciblé. Et puis, mais là, attends, je comprends pas. Le mec qui est interdit, il fait 1m70, celui-là, il fait 1m80 et il fait 20 kilos de plus. Oh, c'est lui, allez hop. Et puis, par contre, ceux qui ont vraiment fait des trucs, non. Et puis, bon, l'UEFA, ils sont mignons, hein, mais la dernière compétition qu'il y a eu en France, les blagues sur alors les drapeaux LGBT qui sont refusés aux entrées, et puis alors des drapeaux carrément racistes ou des bâches carrément racistes qui restent pendant un demi-match, c'est voilà quoi. C'est tout le paradoxe que vous disiez. On en revient entre le discours et l'inaction. Voilà. Bah, en tout cas, cet échange, parce qu'on va devoir quitter, mais c'est vraiment la bande-annonce de la saison 2 du sujet, parce que c'était franchement passionnant. Je ne sais pas ce qu'en pensait Pierre, mais je sais lire entre les lignes. Et vraiment, je vous remercie tous les trois dans votre investigation, dans votre passion et surtout dans votre clarté. C'est simple que lorsqu'on a lancé le sujet sur le supporterisme, on avait un risque, c'est que ce sujet ne tienne pas en 1h15 ou 1h30. Et c'est le cas. Ça veut juste dire que, et je suis d'accord avec l'audience, le fait de parler de racisme, le fait de parler d'homophobie, on en a parlé de façon sous-jacente, mais on n'a pas vraiment pu rentrer dans la problématique, tellement il y en a, tellement structurellement on se rend compte que le supporter est comme une sorte de planète un peu perdue et personne ne veut se raccrocher à elle, ou personne n'a pris conscience que sans supporter, un club n'a pas de sens, une ambiance digne de ce nom n'existera pas, etc. Donc déjà, d'un point de vue structurel, on le voit. Parler, échanger, mettre la responsabilité sur le club et peut-être imposer certaines choses. En tout cas, relier et briser une dernière fois ce qu'on lit. Encore une fois, je l'ai noté en rouge. On se considère comme une sous-catégorie de citoyens. C'est insupportable dans un pays de droit comme la France. N'est-ce pas, Yoann ? Je suis d'accord avec vous, mais tout ça pour finir en 1 minute, c'est que je pense que le débat doit glisser progressivement sur la citoyenneté et le civisme. Voilà, respecter les autres, la diversité, quoi que ce soit. Que les insultes, ça peut être marrant dans un film ou dans un spectacle, mais dans un stade de foot, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a ce côté créativité, est-ce qu'il y a le côté drôle, est-ce que c'est le spectacle, on peut s'amuser, insulter tout le monde. Moi, je pars sur le principe qu'il faut plutôt encourager son équipe, rigoler, se marrer, être drôle, que vouloir absolument humilier. Et après, le supporter pour être provocateur pour finir là-dessus, comme les arbitres. Vous savez, moi j'ai toujours eu des problèmes avec les arbitres sur un terrain de foot. C'est des frustrés. C'est ceux qui ne savent pas jouer au foot le dimanche qui sont mauvais. Donc on va en tribune et on fout la merde et on gueule après tout le monde. On fait et voilà, on gueule comme les arbitres qui sont sur le terrain, qui sont odieux parfois avec les joueurs parce que en fait. Ils étaient remplaçants en U14, ils étaient le 16e ou 17e, et le président lui dit « tu veux pas être arbitre ?» Il en manque. Et le supporter, c'est un petit peu ça. Mais je dis ça en rigolant, parce que moi-même, j'ai été supporter un petit peu du club de Sedan. Alors désolé. Mais il y a aussi, chez les supporters, un manque d'existence, de reconnaissance, comme tout humain, comme joueur, et qu'on a envie d'exister. Et des fois, on fait les méchants pour s'amuser et pour... avoir le regard des autres. On a encore du temps ou c'est terminé ? Alors, parce que peut-être que Richard voulait conclure sur 1 minute, puisque chacun a terminé sur... Ouais, alors écoutez, comme on est dans un sujet tellement passionnel et passionné, Richard, fini, tu as exactement 60 secondes. Et après, ce que je vous propose à tous, c'est de continuer le débat autour du cocktail qui a été organisé par l'école. En tout cas, Richard, tu as le privilège de conclure. Non mais Yoann, je te remercie de me rappeler qu'il y a des bus qui flambent. Je te rappelle aussi qu'en 2006, on avait des morts auprès des enceintes de stade et que finalement, on a réussi à ce qu'il y ait moins de morts, voire plus de morts. Et finalement, il faut s'en féliciter quand même. Et arrête de penser que je suis finalement quelqu'un qui est en faveur de la violence, en faveur de l'homophobie, en faveur du racisme. C'est une manière caricaturale de ne pas rentrer dans le débat. Moi, je te propose plutôt qu'on en débatte de manière plus sérieuse. D'ailleurs, ce soir était une occasion. Moi, je voudrais simplement, non, je parle pas de toi comme sérieux. Mais tu vois, arrête pas de me couper. Je sais pas si c'est, je sais pas autant. On va laisser terminer. Moi, et après on va s'arrêter. Je finis juste ma conclusion et après après. Ouais, non, c'est pas une cause. Oui. Yoann, on terminera le débat au cocktail. Et donc je finis en disant, moi ce qui m'a intéressé dans ce débat, c'est de sortir de la représentation qui pouvait être caricaturale de ce qu'est un supporter. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore dans le débat public une vision qui est caricaturale de ce qu'est un supporter et que ce qui est un ultra
est encore quelqu'un qui est mal connu, parce que le mot est fort, Ouais. on y met des choses et on y amalgame des choses, et l'ultra n'est pas forcément celui qui fout le bordel dans tous les matchs. L'ultra est aussi d'abord celui qui veut vivre sa passion, et dans sa passion, il n'y a pas forcément l'idée d'être dans de la violence, dans du racisme, dans de l'injure. Il y a par contre un fait qui est revendiqué par les ultras, c'est la liberté d'expression, et je pense que ça, c'est un fait qu'on doit aussi garder. Ils en sont une part, pas toutes, mais ils en sont une part, et c'est un peu ça aussi qu'il faut qu'on garde, et donc on est dans un équilibre à trouver, et moi je pense que l'équilibre, c'est uniquement dans le dialogue, je le répète, et j'espère que la séquence qui s'ouvre sera une séquence qui va s'ouvrir sur du dialogue et de la concertation, et non pas sur une fenêtre qui se referme, comme ça a donné un petit peu l'impression ces derniers mois. Très bien. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci Johan. Merci James et merci Richard. Bravo. C'était passionnant. Et merci à vous tous dans l'auditoire d'avoir été présents. Le cocktail aura lieu au premier étage. Et j'espère que nous allons continuer ce débat fort passionnant avec vous. Bonne soirée, longue vie à SMS.